Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous regardez BFM Politique ce dimanche soir avec Laurent Neumann et Éric Brunet. Bonsoir messieurs, content de vous retrouver. Notre invité ce soir, c'est le vice-président du Front National. Bonsoir Louis Alliot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'ai parcouru les 144 propositions de Marine Le Pen. Il y en a quelques-unes sur lesquelles j'ai des questions à vous poser. Et je veux bien que nous commencions, s'il vous plaît, avec la première proposition pour faire les choses le plus simplement du monde. Cette première proposition porte sur la liberté et la maîtrise du destin français en restituant au peuple de France sa souveraineté. Je prends les mots de cette proposition. Pour cela, dites-vous, une négociation sera engagée avec nos partenaires européens, suivie d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. N'y a-t-il pas un risque réel pour le Front National? Si les Français disent non, est-ce que toute votre politique liée à ça ne fait pas badaboum derrière? Écoutez, on imagine que si le peuple français met Marine Le Pen aux affaires, c'est qu'il y a eu dans les esprits un déclic qui permet justement d'aborder ces négociations avec une certaine sérénité dans le résultat que nous attendons de ces négociations. Parce que les négociations peuvent traîner et le peuple français peut être versatile. Elles peuvent traîner, mais vous savez, la France est la deuxième puissance d'Europe. Je pense que si la France dit on arrête avec cette Europe-là qui ne correspond plus à rien, ce schéma est périmé, nous allons tout droit dans un mur, d'autres pays suivront, peut-être que la Grande-Bretagne se remettra autour de la table des négociations, et puis je pense que ça ira plutôt très vite. Vous savez, quand De Gaulle a fait la grève de la représentation française, ce qu'on appelait le compromis du Luxembourg, ça n'a pas traîné. Vous savez, tous les partenaires, ça a duré une semaine ou 15 jours, sont venus à la table des négociations, ont négocié et on est passé à autre chose. Vous ne craignez pas donc ce nom éventuel des Français à la sortie de l'Europe? Vous dites qu'il y a une dynamique avec le Brexit, etc. Je le crois d'autant moins que le traité de Maastricht en 92 est passé ric-rac, que les Français ont rejeté la Constitution européenne et qu'il y a aujourd'hui une véritable aversion pour l'Europe telle qu'elle est constituée aujourd'hui, pour l'Union européenne, pas pour l'Europe, pour l'Union européenne. Juste un petit détail, parce que entre l'élection à l'Élysée, Marine Le Pen gagnante, imaginons, et le référendum auquel vous faites allusion, entre les deux, il y a des élections législatives. Et donc, pour gouverner, il faut avoir une majorité à l'Assemblée. Oui, s'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de référendum, et surtout Marine Le Pen devient une présidente qui inaugure les chrysanthèmes. Oui, mais je n'y crois pas. Je veux dire, encore une fois, c'est un basculement de société. Marine Le Pen, élue présidente de la République, vous avez une derrière, vous gagnez les législatives, vous gagnez le référendum, tout s'enchaîne. Oui, exactement. Vous avez une majorité à l'Assemblée nationale et vous pouvez aborder la négociation. Un peu d'ailleurs comme l'alternance de 81 avec François Mitterrand, parce que moi j'entends beaucoup dire attention Marine Le Pen, ce sera, il y aura une crise, etc. C'est exactement les mêmes discours que l'on entendait, et j'étais très jeune, mais je m'en souviens, quand François Mitterrand a pris le pouvoir. Attention, si Mitterrand arrive, les chars soviétiques seront sur les Champs-Élysées, ça va être abominable, etc. Eh bien, il n'y a rien eu. Le peuple a voté pour François Mitterrand, il y a eu l'alternance, et bon, avec les résultats qu'on connaît. Juste un mot, si elle ne gagne pas les législatives derrière, elle reste quand même présidente ou elle démissionne? Écoutez, elle est présidente de la République. Donc elle reste? Elle restera, je suppose. Une présidente de cohabitation. Alors justement, avec qui va-t-elle gouverner, cette majorité de gouvernement que vous décrivez à l'instant? Marine Le Pen, dans Le Monde du 2 février, dit « Mon Premier ministre ne sera pas forcément du Front National ». Elle précise qu'elle a une idée sur le profil, mais qu'elle le garde pour elle. C'est quoi le profil idoine pour un Premier ministre d'une présidente Front National? Je pense que c'est un Premier ministre qui fait non pas consensus, mais qui rassemble au-delà des frontières du Front National. Je pense qu'on est dans une situation où on ne peut pas être désormais que le pouvoir qui appartient à un seul parti. On a vu ce que ça donnait avec M. Sarkozy, on a vu ce que ça donne avec M. Hollande, même s'il y avait quelques petits partis autour qui ont fait la majorité. Je pense que sur un projet tel que le nôtre, d'ambition, de renaissance de la nation française, eh bien, on s'adressera à d'autres personnalités, politiques ou pas. Alors c'est la question que j'allais vous poser. Travailler ou pas? Parce qu'il sera compliqué d'aller chercher une personnalité politique quand on a passé autant de temps à dire qu'ils étaient tous pareils, que c'était l'UMPS et que tout était compliqué et qu'on ne pouvait pas travailler avec eux. On ne va pas reprendre ceux qui sont à l'origine de la grave situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ça exclut déjà beaucoup de monde, c'est ce que je veux dire. Oui, d'accord, on verra. Mais vous avez dans le personnel, j'allais dire, d'État qu'on ne connaît pas d'ailleurs ou que vous connaissez pas vous-même, des gens de grande qualité qui demain s'investiront en politique et peut-être s'investiront dans un gouvernement. Et justement, vous avez quand même une opportunité extraordinaire avec les petits problèmes
que traversent les Républicains et François Fillon. C'est une opportunité extraordinaire, comme il s'en représente assez rarement 2 mois avant une élection présidentielle. Pour vous, le Front National, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, si j'étais votre directeur de la stratégie, je vous dirais, eh bien, faites un petit pas vers le Front National, vers les entreprises. Parlez à ces électeurs de droite qui ne sont pas des électeurs du Front National, qui redoutent votre programme politique, dont on dit qu'il est proche de celui de Mélenchon, dont je dis d'accord, qui va transformer la France en un véritable Venezuela. Faites un geste. Non, mais attendez, pardon pour l'exagération, mais c'est ce qu'on dit souvent. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers eux? Ça serait malin de parler des 35 heures, de parler de la suppression de l'ISF, d'aller vers l'électorat. Pourquoi vous ne le faites pas? J'ai été très étonné de voir dimanche dernier le discours de Marine Le Pen qui n'allait pas justement dans ce sens-là, qui était vraiment droite-droite, Front National, Front National. Pourquoi vous ne faites pas ça serait stratégique? Parce que je crois que vous avez une vision déformée de la société française. Il y a sûrement des gens qui attendent la fin de l'ISF immédiate, la fin des 35 heures, la retraite à 70 ans, etc. Mais les gens que je rencontre, moi, je vais dire, dans la ruralité, au fin fond de la France, eux, petits commerçants, artisans, très petites entreprises, ils ne sont pas du tout dans ce schéma. Ils sont déjà chez vous, ceux-là. Ils sont déjà chez vous. Il faut draguer plus large. Pas tous. Louis Alliot, il faut draguer plus large. Il faut draguer plus large sans se renier. Il y a un problème aujourd'hui d'appauvrissement de la France et d'un certain nombre précisément d'entreprises, de chefs d'entreprise et de Français. Il faut s'adresser à tout le monde et pas qu'à certains. Et les mesures dont vous venez de citer les 3 principales, j'allais presque vous dire, sont des mesures accessoires par rapport à l'effort national qu'il faut faire à tous les niveaux pour redresser l'économie française. Est-ce que vous ne ratez pas l'occasion d'être finalement le parti conservateur français à la place des Républicains? C'est ça qui se joue là maintenant, ces jours-ci là. Mais pour apparaître comme le parti conservateur français, il n'est pas utile de ressembler à l'UMP. On a vu ou aux Républicains. On a vu les résultats de la politique des Républicains avec M. Sarkozy, dont M. Fillon a été Premier ministre pendant 5 ans. Pourquoi voulez-vous que nous ressemblions aux Républicains? Nous sommes un parti aujourd'hui, j'allais dire autonome des autres partis. Nous ne ressemblons pas aux Républicains. Ils ont beaucoup d'électeurs. Nous ne ressemblons pas au Parti socialiste et nous captons beaucoup de déçus de ces partis-là qui ont fait l'expérience pendant, j'allais dire, 30 ans de ces partis avec les résultats que l'on connaît. Poursuivons notre promenade dans les 144 propositions de Marine Le Pen, s'il vous plaît. Proposition 26. Vous proposez de réduire l'immigration légale à un solde annuel de 10 000 sur des chiffres qui sont officiels autour de 200 000 et chaque année, constatés ou prévus. Et vous dites, pour ça, on va mettre fin à l'automaticité du regroupement et du rapprochement familial, ainsi qu'à l'acquisition automatique de la nationalité française par mariage, supprimer également les pompes aspirantes de l'immigration. Sauf que même si on fait tout ça, on ne revient pas à 10 000, Louis Alliot. Ça rien, on verra bien. Si, parce que le détail de l'INSEE, que j'ai sous les yeux, si on prend par exemple les étudiants, c'est 70 000. Rien que les étudiants, ils n'entrent pas dans les catégories que vous fixez. Non, mais attendez, les étudiants, ils ont un statut d'étudiants. Ce ne sont pas des clandestins. Ce sont pas des. Moi, je considère que c'est une richesse pour l'université. Non, mais ça, c'est un solde. Aucun des clandestins. C'est un. Ce sont des émigrés légaux. C'est un solde. C'est pour dire que... Donc on arrête par exemple les étudiants. Il y a... Plus d'étudiants étrangers sur le sol français. Non, pas du tout. Ça, c'est une caricature. Mais ils sont 60 000. C'est une caricature. Mais vous n'en voulez que 10 000, c'est écrit dans votre programme. Non, écoutez, dans ces étrangers, il y a aussi des étudiants européens, il y a des étudiants extra-européens. Nous sommes quand même favorables pour que précisément des étudiants étrangers viennent se former en France et repartent dans leur pays d'origine pour servir leur pays d'origine. Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, peut-être qu'on en parlera après, serait une très bonne idée pour relancer un peu la situation de l'Afrique qui est dans un état dramatique et j'espère qu'on en parlera ce soir parce que la France a une grande responsabilité. 200 000, 10 000, mais c'est pas une histoire vous supprimez lesquels? Il y a un train de mesures. D'abord, ça n'y est pas justement. Si, c'est l'histoire de la nationalité, ça s'hérite ou ça se mérite. Hein. Les clandestins sont reconduits à la frontière et c'est pour que ce solde entre les entrées et les sorties soit de 10 000. Mais vous pouvez avoir toujours les 70 000 étudiants et faire des économies, entre guillemets, sur la centaine de milliers d'autres qui viennent d'on ne sait où. Et sur des travaux dont on ne sait pas d'ailleurs. Vous dites, enfin bon, vous n'avez pas dit lesquels vous supprimez. C'est pas non plus. Il y a 14 000 regroupements familiaux par an. Il y a 60 000 étudiants. Mais ce n'est il y a pas... les mariages mixtes. Lesquels vous supprimez? Ce n'est pas non plus. C'est pas écrit dedans. Oui, d'accord, mais c'est pas le catalogue de la Redoute, si vous voulez. Ce sont 140... Pour passer de 200 000 à 10 000, il faut bien expliquer comment aux électeurs. Orientations, voilà. On mettra fin aux excès en la matière et on ne fermera pas la porte complètement pour permettre justement à une immigration
j'allais dire naturel, un solde de 10 000 par an sur le territoire national. Ce qui n'empêchera pas, comme je l'ai dit, sur la nationalité, d'avoir, j'allais dire, une politique très restrictive d'acquisition de la nationalité française. Alors même si ce n'est pas le catalogue de la Redoute, Louis Alliot, poursuivons tout de même. Au début du chapitre qui est intitulé Une France juste, et au sujet de la sécurité sociale, c'est votre proposition 65, l'idée de garantir la sécurité sociale pour tous, le remboursement de l'ensemble des risques pris en charge par l'assurance maladie. Et pour pérenniser le financement, vous dites, nous allons simplifier l'administration du système, lutter contre la gabegie financière et investir dans les nouveaux outils numériques. Vous conviendrez qu'il faut des précisions, Louis Alliot, quant au financement, ce qui est un des piliers de la France. Et oui, mais le financement, il se fait aussi par la relance de l'économie française. Ça, sur la sécurité sociale, on veut la pérennisation du système parce que le système est en danger. Il l'est avec les politiques que nous avons subies pendant 20 ans. Il l'est si M. Fillon, demain, arrivait aux affaires. Il faut le pérenniser. Je ne suis pas d'accord avec M. Brunet, que j'écoute souvent, quand il dit que c'est un système, pas dire obsolète, mais qui est aujourd'hui en total décalage avec ce qu'il faudrait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui souffrent et que cette sécurité sociale est une véritable assurance. Il faudra faire des économies générales ailleurs pour permettre sa survie. Donc c'est dans ailleurs. tous les domaines. Est-ce que les économies de fonctionnement, est-ce que les économies sur le budget de l'État permettent seul, même si ça peut représenter beaucoup d'argent, de financer, de pérenniser justement la sécurité sociale. Non seulement les économies, mais la relance de la machine économique, car il est évident qu'une économie, c'est quelque chose de dynamique. Et la croissance que nous escomptons avec notre programme économique permettra précisément d'avoir des marges pour garantir la sécurité sociale, les retraites et d'autres politiques sociales telles que celle-là. Donc pour dire les choses clairement, vous nous dites aujourd'hui notre vision est une vision d'ensemble, on ne va pas donner de détails sur tel point ou tel point de bénéfice pour les réinjecter ailleurs. Croyez en notre projet global et on verra comment ça va. On peut flécher quelquefois les dépenses par rapport à des recettes, mais on ne peut pas systématiquement dire « Ah ben tiens, là j'économise tant, je vais mettre tant ». Non, c'est une économie globale. C'est un programme, on prend les 144 propositions et le chiffrage, on verra après une fois l'élection passée. Non, le chiffrage, il est là. Vous savez, il est mesure par mesure, mais le chiffrage, il tient compte de la fraude sociale ou de la fraude fiscale, il tient compte de l'économie, de l'économie sur l'immigration, il tient compte de l'économie sur le budget européen, il tient compte d'un certain nombre d'économies à faire et de relance de la machine économique, de croissance, de fiscalité, de TVA, etc., qui permettent précisément de garantir les droits sociaux et un système de santé digne de ce nom, parce que là encore, je peux vous dire que le système de santé, pour beaucoup de nos compatriotes, est quelque chose qui menace et qui inquiète beaucoup. Ça veut dire que vous pouvez garantir aujourd'hui que la lutte contre la fraude fiscale notamment, vous obtiendrez des résultats concrets et chiffrables, là où d'autres gouvernements ont parfois échoué à le faire. Non, mais ils ont échoué surtout. Alors, il n'y a pas que là. Si vous prenez tous les autres gouvernements, il n'y a pas un seul secteur où ils ont réussi. Donc, c'est assez facile de faire leur bilan. Mais si je prends, par exemple, la fraude sociale, la Cour des comptes, dont on ferait bien quelquefois d'écouter ce qu'elle dit, à l'échelle nationale, comme d'ailleurs à l'échelle locale, dit 20 milliards d'euros. 20 milliards. Bon, qu'a-t-on fait pour aller chercher ces 20 milliards? La majeure partie est liée aux entreprises qui fraudent, qui emploient donc des salariés au noir. Eh bien, il faudra aller chercher cette fraude fiscale et cette fraude sociale là où elle se trouve, y compris dans les entreprises lorsqu'elle y est. Ça fait 30 ans que quand on questionne les gouvernements, ils nous disent « Oh là là, on va faire des économies, on va récupérer l'argent de la fraude ». Bon, on en récupère un peu, mais c'est pas ça qui relance l'économie française. Ça relance pas. Bon. Ça permet d'éviter. Comment vous allez faire? Parce pertes. Que la France, très objectivement, quand on regarde les chiffres européens, est un des pays d'Europe dont le déclin est le plus rapide. Le déclin est le plus rapide. On a eu les chiffres du commerce extérieur il y a quelques jours, c'est cataclysmique. Cataclysmique. Comment vous allez faire pour la croissance? Relancer l'économie française. Vous ne pouvez pas nous accuser à nous. Mais quelle est votre idée de ce schéma? Mais bien sûr que non. Je vous demande quelle est la bonne idée du Front National. Oui, mais c'est vrai, sauf que chaque fois vous nous dites, donc le schéma c'est abominable, le commerce extérieur en berne, etc. Mais votre programme, moi j'ai lu les Échos, Challenge et tous ces journaux économiques très sérieux qui nous disent votre programme est nul, on va à la catastrophe. Mais nous allons à la catastrophe. Encore faut-il que peut-être on nous fasse confiance et peut-être que finalement nous avons raison sur l'essentiel, la politique monétaire, la Banque centrale et la Banque de France et la relance de l'économie par la monnaie, par la baisse de la fiscalité des entreprises ou des choses comme cela. Mais
Ah, il n'y a pas de débat en France. Vous savez, j'ai pris... Comment baisser les impôts des entreprises alors que vous ne voulez pas toucher au nombre de fonctionnaires, vous ne voulez pas toucher à la dépense publique? Comment vous allez faire pour... On a fait une tranche à 24 plutôt qu'à 33 sur les entreprises. On peut mais tout comment à fait... vous baissez les impôts alors que vous avez besoin d'autant de rentrées? De rentrées que vous avez par la relance de la machine économique et par un certain nombre d'économies. Moi, en matière d'économie, vous savez, moi je ne suis pas un économiste, hein, je suis un juriste, vous le savez. Mais enfin, je regarde ce qu'on nous a dit pendant des décennies. D'abord sur l'euro et l'Europe. L'euro, on nous a dit 3 choses. Ce sera la croissance, la fin du chômage, hein, et le dynamisme économique. Sur ces 3 points-là, rien. L'euro a été une catastrophe. Et ensuite, systématiquement à chaque élection, on nous dit votre programme n'est pas bon, le programme des autres est meilleur. Regardez là, je le sors systématiquement à BFM, je le trouve très bon, moi. Les 40 économistes de renom qui ont soutenu le programme économique de M. Hollande en nous disant, dont M. Piketty d'ailleurs, en nous disant c'est magnifique, avec Hollande ça va aller mieux. Bon, mais déjà, ces 40 économistes qui se taisent, qui ne donnent plus de leçons ni au Front National, ni aux Français. Il y en a un très bon économiste en France. Hein. C'est une des plus grandes stars mondiales. Il est à Toulouse, il s'appelle Jean Tirole. Il n'y a pas un économiste, ni de gauche, ni de droite, qui est allé le voir. Pas 188 économistes disent que nous avons raison sur l'euro et font le même diagnostic que nous. Alors pourquoi vous n'organisez pas, vous, médias, des débats précisément sur la monnaie et sur l'euro avec des spécialistes, mais des spécialistes qui sont contre l'euro, pour qu'ils démontrent aux Français que sur cette question-là, nous avons raison. Avançons un petit peu, s'il vous plaît, parce que le temps qui nous est imparti n'est pas infini. Vous allez faire le catalogue comme ça tout le long? J'ai pas. Oui, ça m'intéresse que les Français puissent se faire une opinion avec vos explications sur le programme de votre candidat. Sur le site Marine Le Pen 2017, ils vont voir les propositions. Louis Alliot, si on vous invite, il faut bien que vous serviez à quelque chose. Exactement. Bah, sinon, on vous invite pas. C'est vrai, mais il y a plein de sujets, vous savez, bien sûr, qui sont liés à l'actualité. Mais quelques-uns. Et même dans le monde, très important. Bien sûr. Lancer un audit, c'est votre proposition 90, sur les structures d'accueil de prise en charge des enfants. C'est un sujet important, la vie de famille et les enfants. Pour mettre fin aux dérives constatées au sein de certaines d'entre elles. En gros, ma question est très simple, ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Je dis les choses, j'ai lu cette proposition, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Sur les crèches, il faut développer le système des crèches. Il en manque beaucoup aujourd'hui dans le monde dans notre société. Et puis on a vu... C'est quoi les dérives? On a vu certaines... je crois, si je dis pas de bêtises, que vous souhaitez rendre la scolarité payante pour tous les enfants d'étrangers. Oui. Oui, vous maintenez ça. Délai de carence. Vous maintenez ça pendant 2 ans. Oui, bien sûr. 2 ans. Mais écoutez, on est le seul pays au monde qui accepte que n'importe quel étranger qui vienne chez nous puisse avoir accès à tout. Et à l'école tout de suite. Enfants, oui. Mais quand vous allez aux États-Unis, essayez d'aller aux États-Unis en disant je vais mettre mes enfants à l'école, alors que vous arrivez sur le pays, soit vous êtes clandestin, soit même vous n'avez pas de travail. Eh bien, vous n'arrivez pas, ni dans le système de santé, ni dans le système scolaire. À un moment donné, il faut faire des choix. Il faut privilégier les finances publiques qui sont payées par les impôts des contribuables français au détriment d'autres, parce que la solidarité nationale, elle s'exerce d'abord en fonction des nôtres, avant de s'adresser aux autres. Un dernier mot, Louis Alliot, s'il vous plaît. Proposition 97, renforcer l'unité de la nation par la promotion du roman national, le refus des repentances d'États qui divisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont l'histoire est enseignée, la façon dont on parle de l'histoire de notre pays ne vous convient pas? Vous savez, la repentance, depuis maintenant Nicolas Sarkozy, tout le monde dit qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de se battre la coulpe sur l'histoire de France en fonction de ses a priori, de ses convictions, etc. Le problème, c'est que systématiquement, lorsqu'on parle de la France, on parle des affaires, j'allais dire, soit qui fâchent, soit qui divisent. C'est un problème, par exemple, lié avec les banlieues. Quand vous écoutez ces jeunes des banlieues, ils vous disent « Mais regardez, c'est scandaleux comment on nous traite. Nos grands-parents sont venus libérer la France. » Des choses comme ça. Et la France, elle est coupable d'avoir la colonisation, etc. Non, la France, elle n'est coupable de rien. Il y a eu des faits historiques, gravissimes quelquefois, grandioses très souvent, qu'on apprenne l'ensemble de cette histoire-là à tous nos enfants et qu'on leur apprenne surtout le sacrifice de ceux qui sont morts. Je me souviens, moi, à l'école publique, puisque je suis un enfant de la publique aussi, être allé tous les 11 novembre devant le monument mort de mon village, réciter tous les morts du village. Est-ce qu'aujourd'hui ça se fait? Ça ne se fait plus, car tout le monde, malheureusement, se moque qu'il y a eu des millions de soldats français, de Français qui sont précisément morts pour notre liberté. Eh bien cela, moi je veux que l'école l'enseigne demain. Merci Louis Alliot d'avoir été avec nous ce soir dans BFM Politique sur BFM TV.